même si à différence d'autres personnes, j'ai souvent rencontré des gestatrices, y compris ici, et que j'ai eu l'occasion de le dire dans une tribune que j'ai signée avec Elisabeth Badinter. C'est dans cette même salle qu'une gestatrice que j'ai interrogée en lui disant « Mais vous savez qu'en France, certaines considèrent que vous êtes des sortes d'esclaves des temps modernes. Vous savez qu'on considère que vous êtes traités comme des utérus sur pattes, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Madame Agazinski et à tous ceux qui stigmatisent la façon dont on a recours à vous ?» Et que cette gestatrice m'a répondu, Alexandre Urvix qui est là-bas était là, parce que c'était lui et la DFH, l'Association des familles homoparentales, qui avait organisé cette réunion. Donc elle m'a répondu, mais vous savez, à part ma propre famille, rien ne m'a autant valorisé dans ma vie. Et donc ça a été, c'était pas pour moi la découverte que c'était possible, mais c'était les mots qu'il fallait entendre et que je ne cesse d'essayer de répéter pour faire comprendre qu'on a un grave problème, j'y reviendrai dans la discussion, sur quand un pays n'est pas capable de comprendre que la gestation pour autrui peut être une formidable aventure humaine, à la fois pour les gestatrices, pour leur famille, pour leurs enfants et bien sûr pour les parents d'intention et pour leur famille. Et donc je reviendrai dans la discussion sur les raisons de cet aveuglement spécifiquement français, dont je crois on peut donner des explications. Bien, bonjour, je suis Léa Carpel, je suis psychologue clinicienne. Je n'ai pas, contrairement à mes deux collocutrices, une expérience particulière en GPA. Je suis psychologue qui accompagne les couples infertiles depuis des années. Je suis psychologue de formation psychanalytique, ce qui me met un petit peu à l'écart de mes collègues psychanalystes qui ont pour habitude de ne pas accepter cette démarche. Moi, je crois qu'après des années d'expérience auprès des couples infertiles, on ne doit pas séparer ceux qui ne peuvent pas procréer pour des raisons masculines, féminines, qui ont recours au don d'ovocytes, au don de sperme ou à la gestation pour autrui. Je crois que ça part d'une souffrance commune, celle de pouvoir mettre un enfant au monde, et que je ne crois pas qu'en effet que les gestatrices soient des femmes condamnées, obligées, dont cette obligation s'impose. Je crois qu'on a évoqué brièvement ce matin, mais on y reviendra, la question de choisir une gestatrice parmi des membres de sa famille ou parmi des personnes étrangères. Je pense qu'en effet, il y a des effets différents, des effets de dette, en particulier intrafamiliales, des dettes pas toujours faciles, auxquelles c'est pas facile de répondre, mais je crois qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise formule. Il y a des relations fraternelles, sororales qui ne s'éteindront pas dans des dettes infinies, et il y en a d'autres avec des proches amis qui se transformeront en dettes infinies. Donc voilà, je pense qu'on va ouvrir le débat avec vous, et voilà, je fais partie de celles qui accueillent les couples et qui les écoutent dans ces démarches difficiles. Je vous passe la parole. Vous êtes présentée. Je vais me représenter. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc Françoise Caillot, je suis docteur en psychologie et maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles. Et donc j'ai présenté ce matin mon travail de recherche sur les processus de parentalité chez les couples, chez les parents d'intention et la relation particulière qu'ils peuvent développer avec la mère porteuse et avec l'enfant à venir. Juste pour lancer le débat, je vais le rappeler, le débat. Cette année, on a choisi de parler des enfants, et pas uniquement des enfants, bien sûr, de leurs parents aussi, mais avant tout des enfants, parce que souvent dans l'association, on nous demandait, pour les couples qui sont en cours de parcours de GPA ou qui vont terminer, mais est-ce qu'il faut le dire ou pas à nos enfants? Et si oui, comment on fait pour on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment leur expliquer tout ça? Voilà, je vais commencer juste en lançant cette question. Ensuite, chacune d'entre vous peut élaborer autour de ça. Moi, je ne répondrai pas, faut-il leur dire, bien que je pense, je vous le dis entre nous, qu'il faut leur dire. Et c'est très simple tout de suite. Mais c'est pas ça c'est pas pour ça que je suis là. Ce que je voudrais, c'est faire partager avec vous la réflexion sur le fait qu'on est dans un contexte, on est dans une société où la tradition, ça a été, depuis le développement de l'assistance médicale à la procréation, il y a quand même déjà 40 ans, qu'on ne le dit pas. Et donc, on est dans un contexte où on a ce poids de cet héritage. Alors, il ne s'agit pas simplement de la gestation pour autrui, il s'agit des autres formes de dons, ce que j'appelle des dons d'engendrement. Hein.
si on rassemble sous ce terme tous les cas où quelqu'un donne de sa capacité procréatrice pour permettre à d'autres de devenir parents. Donc on n'a pas de raison de distinguer parmi les dons d'engendrement, le don de sperme, le don d'ovocytes et le don de gestation. Mais vous remarquez tout de suite que dans le débat français, on les sépare. On dit il y a les dons de gamètes et puis la gestation pour autrui. Le don de gamètes c'est bien, la gestation pour autrui c'est le diable. Donc si on ne veut pas entrer tout de suite dans ce schéma, on va penser à tous les cas où effectivement un couple où l'un procrée, l'autre pas, ça peut être un couple hétérosexuel, ça peut être un couple homosexuel, devient parent grâce à la coopération avec quelqu'un qui va donner de sa capacité procréatrice pour que ce couple soit parent. Donc la tradition, c'était de cacher. Et dans le modèle bioéthique français, c'est allé très loin, hein, puisque les seuls dons organisés, c'est les dons de sperme, les dons d'ovocytes, les dons d'embryons. Dans tous les cas, ce qui a été proposé aux parents, c'était de ne pas le dire, et même, on est allé très loin, puisque les sécos avaient organisé une falsification, par exemple en choisissant des donneurs qu'on pouvait faire passer pour le père stérile, en donnant les mêmes couleurs d'yeux, de cheveux, mais même de groupe sanguin, et le groupe sanguin. Et donc, et où le droit relaye ça avec une filiation mensongère qui fait passer le mari stérile pour le géniteur de l'enfant. Donc c'était, vous recourez à des dons et vous le cachez. Et donc vous n'en parlez pas à l'enfant, c'est un secret entre vous, c'est un secret qui va devenir d'ailleurs un secret médical et un secret d'État. Donc vous comprenez bien que au fur et à mesure, et ça a été fait, je dirais, principalement autour d'un modèle qui était le don masculin de sperme. C'était de dire, vous allez aider un couple, mais au fond, c'est 5 minutes de votre temps, une petite masturbation dans un endroit fait pour ça, et puis vous disparaissez, ce que j'appelle le modèle ni vu ni connu. Donc je dirais simplement que ce modèle ni vu ni connu, on recourt à un tiers, mais on fait comme si on n'y avait pas eu recours, on cache ça à la société et en particulier aux enfants. Ce modèle-là, il a été très renforcé par le modèle français, par l'Agence de la biomédecine française, qui a présenté tous ces recours à des dons comme étant des façons, en quelque sorte, d'aller chercher des gamètes médicaments. Et donc, on va chercher un monsieur est stérile, ses gamètes sont dysfonctionnelles, on va chercher des gamètes fonctionnelles, on remplace, etc. Donc, on fait un enfant à 3 et on cache qu'on fait un enfant à 3. On fait comme s'il n'y avait pas eu la troisième personne. Donc, vous comprenez bien que plus les dons se sont féminisés, plus ce modèle du secret et du mensonge a été mis en question. C'est plus difficile de dire à une donneuse d'ovocytes 5 minutes de votre temps et puis on oublie. Parce que l'implication de la femme dans le don d'ovocytes, personnellement, dans son corps, avec les stimulations, etc., est beaucoup plus importante. Et on trouve pas. Et donc, quand on ne valorise pas son geste, on trouve difficilement des donneuses. Parce que la société en général, je le répète, en France, ne sait pas quoi dire de ce don d'engendrement. Alors ne parlons pas des dons de gestation. Dans ce cas-là, c'est difficile de dire 5 minutes de votre temps, on vous oublie. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un modèle français de conception de l'AMP qui est hérité du passé où, en fait, on cachait le recours à des donneurs de sperme anonymisés et secrets. Et que, donc, on est dans cette situation paradoxale que de plus en plus d'enfants naissent, en fait, de la coopération d'un couple d'intention et d'un tiers, donneur d'engendrement, mais notre système ne refuse toujours à l'assumer. Et au lieu de se demander à quelles conditions eh bien, ces naissances peuvent se passer bien, hein, quel est le type de relation, tout ce qu'on a discuté ce matin, entre les donneurs d'engendrement et les parents d'intention, pour que les choses se passent pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, pour les donneurs selon nos valeurs fondamentales, on dit non, 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 on ne veut pas le savoir, ça n'existe pas. Et eh bien, je pense que c'est déjà un premier aspect hein, qu'il faut mettre dans la discussion. On ne peut pas dire aux gens, il faudra le dire à l'enfant, si par ailleurs la société n'accompagne pas le fait de dire. C'est la situation qui se passe dans les dons de sperme et dons d'ovocytes, c'est qu'on dit maintenant aux gens, dites-le, mais le droit n'est pas avec vous, la médecine n'est pas avec vous, parce que eux ils disent que les donneurs n'existent pas, le don d'engendrement n'existe pas. Donc je pense,
pour enterrer la discussion, que nous sommes dans un moment où comment dire, le fait d'être soi-même concerné, souvent c'est une lutte difficile pour la légitimité. Vous voulez faire une GPA, vous dites, est-ce que je suis légitime? Est-ce que ce que je fais, je vais être accompagné? Est-ce qu'on va me critiquer? Comment bien faire? Et puis vous avez une société là-dedans qui est, il faut bien le savoir, en train de changer, mais qui n'a pas encore vraiment changé. Et qui n'a pas encore vraiment changé, en particulier, je termine là-dessus, parce qu'il y a eu des intellectuels, je pense que ça a beaucoup compté, comme Sylvia Nagasinski, qui ont une énorme influence et qui ont dit « ça n'est pas pensable qu'une femme porte un enfant pour autrui. Ça n'est pas pensable. » Or, nous savons très bien que c'est pensable. C'est bien pour ça que j'ai parlé de la gestatrice qui m'a dit « rien ne m'a autant valorisé dans ma vie ». Nous en avons rencontré. Plusieurs d'entre nous, nous connaissons des personnes, et plus nous connaissons les réalités, plus nous pouvons nous dire, mais finalement, moi je suis beaucoup trop vieille évidemment, si j'étais plus jeune, franchement, je n'hésiterais pas à me lancer dans cette aventure si j'avais un proche ou un ami, ou peut-être même une personne que je ne connais pas, mais parce que j'ai compris de quoi il s'agissait. Donc je termine en disant ça, il va y avoir une discussion sur, effectivement, plus psychologique, mais pensons qu'il faut se battre sur deux fronts à la fois, les relations personnelles, la pensée des rapports avec la gestatrice, avec sa famille, avec ses enfants, comment on va régler tout ça, mais un contexte où il faut arriver à passer ce mur, à faire tomber ce mur, spécifiquement français, qui refuse d'assumer qu'un enfant peut naître d'un don d'engendrement, qu'un don d'engendrement, ça n'est pas en soi mal, c'est même très bien, que ça peut être une aventure formidable, complètement conforme à toutes nos valeurs démocratiques, de liberté, d'égalité, de respect d'autrui, des droits de l'enfant, de tout ça, et qu'on n'a pas le droit de faire un paquet entre ces cas tout à fait conformes à nos valeurs et des situations qu'on met toujours en exergue, qui seraient justement des situations sans droit, sans garantie, sans encadrement, et où on va aller chercher, un peu comme si, je termine, si vous voulez, il y a 25 ans ou il y a 30 ans, pour combattre l'adoption, on avait été chercher des trafics d'enfants, vous voyez, et qu'on avait dit, ben, l'adoption, ça sera jamais que la même chose que du trafic d'enfants. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur la gestation pour autrui. Eh bien, nous devons mener donc une vraie lutte d'idées pour combattre ces préjugés et la façon dont ils pèsent du fait de notre modèle bioéthique qui, du coup, je le dis, va se trouver juge et parti. Quand notre président dit, pour avancer sur la question de l'assistance légale à la procréation, je vais me tourner vers le comité d'éthique, il faut absolument que le comité d'éthique soit consulté, mais on ne peut pas remettre à l'instance qui doit elle-même, en quelque sorte, être contestée, parce qu'elle a une conception de l'éthique qui est peut-être trop étroite, trop attachée à un certain modèle qui était justement « nous n'assumons pas le don d'engendrement », et on ne peut pas en faire les juges et les parties. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je vais me décaler un petit peu de la position sociologique pour m'intéresser au sujet. D'abord, le dire ou pas, évidemment, tout psychologue va vous dire qu'il faut le dire. Évidemment, ça c'est une vérité de la palisse pour nous, mais ça ne vous convaincra pas parce que ce sont nos arguments. Mon expérience est qu'en général, on ne sait pas ce qu'on veut taire. C'est-à-dire que quand on fait secret, il faut savoir sur quoi on fait secret. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire secret, si telle est votre question, sur la question de l'infertilité? C'est-à-dire, est-ce que ce qui vous gênerait de dire à un enfant, c'est que là, l'utérus de maman ne fonctionne pas, son ventre ne peut pas porter d'enfant, etc. Et que ça, c'est pas parce que vous ne voulez pas le dire en soi, mais c'est parce que vous ne voulez pas le dire, parce que ça vous rappelle une souffrance personnelle. Donc souvent, les mères craignent d'exposer à leur enfant leur propre souffrance. Or, j'ai coutume de dire, votre enfant lui va très bien, il naît avec ses deux parents, il est heureux, il se développe auprès de vous, il ne peut pas prendre en considération votre propre souffrance. Combien même il vous aime, un enfant petit ne peut pas savoir ce que ça représente d'avoir un utérus qui ne peut pas porter d'enfant. Donc, il ne faut pas se dire, je ne vais pas lui parler d'une chose triste pour la tristesse, parce que cet enfant ne sera pas triste de cette information, parce que c'est votre tristesse à vous et pas la sienne. Donc ça, c'est la première information importante à se demander ce qu'on veut cacher. Si c'est l'infertilité, ce n'est pas la bonne question.
La deuxième question, la deuxième information importante, c'est de se dire, très bien, je ne vais pas le dire, seulement pour avoir recours à une gestation pour autrui, ça prend des mois, parfois des années, il a fallu parfois trouver de l'argent, demander recours à de la famille, partir aux États-Unis ou ailleurs, et toujours quelqu'un dans la famille sait que vous avez eu recours à la grossesse pour autrui, et peut-être même toute votre famille, parce que bien sûr, aucun d'entre eux ne vous a vu enceinte. Aussi, faire secret à son enfant, c'est lui imposer un secret à lui. Alors c'est une histoire qui le concerne, alors que tout le reste de la famille est tout à fait au courant. Et donc vous prenez le risque que un de ses petits cousins, une tante, un oncle, qui n'a absolument pas pensé que ça pouvait être l'objet d'un secret, lui en parle de manière ah oui, toi t'es né aux États-Unis, ah oui, je sais, ta mère m'avait dit, enfin, etc. Et donc l'enfant tombe des nues car l'information qui le concerne en premier chef ne lui est pas donnée par les personnes qu'il considère pendant des années comme les gens les plus importants au monde, vient en fait de quelqu'un d'autre. Et il y a un sentiment énorme de trahison chez l'enfant, que son parent, qui est la personne qu'il respecte le plus, lui ait fait un secret, en sachant que les enfants, très longtemps, vous considéreront comme des rois et des reines jusqu'à un certain temps de... Jusqu'à l'adolescence. Voilà, jusqu'à un certain temps. Mais l'importance, et je reprends le terme, de leur dire dès le début, dès qu'ils sont bébés, dès qu'ils arrivent, trouvez des mots. Ça ne sera pas les mêmes quand ils auront quelques semaines, quelques mois, quelques années. Vous utiliserez des mots à chaque fois différents, mais à chaque fois adaptés. Il faut faire attention à l'idée de... Oh là, j'ai entendu, la psychologue a dit qu'il fallait le dire. Alors un jour, je ne sais pas, ils ont 7 ans, puis on les prend entre 4 œufs, et on leur dit, tu sais, je t'ai eu grâce à la GPA. Ça y est, je l'ai dit. Ça y est, je suis soulagée. Le monde n'a rien compris. Il ne sait pas du tout ce que c'est la GPA. Mais vous êtes soulagée. Mais lui, pas du tout, parce que voilà, la question va rester. Hein, et puis il va aller voir sur Internet. Et puis voilà, enfin, ça va être terrible parce qu'il ne va rien comprendre. Donc, l'idée, c'est pas de vous débarrasser de cette information en lui disant, c'est d'accompagner cette parentalité avec cette différence. Bah, tu sais, toi, on en a mis du temps pour t'avoir, tu sais, on a dû avoir recours à ci, à ça. Les enfants adorent ce qu'on leur raconte des histoires, et surtout les histoires qui concernent leur venue au monde, et surtout celles où vous expliquez que vous avez fait voilà, des pieds et des mains pour les avoir, vous êtes partis au bout du monde pour les avoir, ça ils adorent. Donc, à vrai dire, a priori, ils ont plutôt aimé ça, et je trouvais que le film, si vous avez eu l'occasion de le voir, est assez joli, parce que les titres en redemandent encore, hein, la nouvelle, cette histoire de kangourou. J'ai trouvé que l'histoire du kangourou était formidable, ils ont trouvé cette histoire de kangourou, je ne sais pas si vous l'avez tous, c'est la poche du kangourou qui est cassée, donc la gestatrice a porté les bébés dans sa poche. Je trouve que c'est vraiment le média du doudou, est un très très bon média, le dessin animé, les histoires, enfin bon bref. Enfin voilà, il y a des gens qui parlent de la poule, c'est une autre poule, elle a dû garder les œufs bien chauds parce que moi je n'arrivais pas à les garder bien chauds, avec moi ils se cassaient tous, etc., etc. Le recours aux animaux chez les enfants est très facile, enfin vous aurez accès à ça sans aucune souffrance. Alors, je le dis, il faut le dire tôt et pas cesser une fois pour toutes. C'est-à-dire que les enfants, il y a ce qu'on appelle une amnésie infantile, ce que vous leur aurez dit entre 0 et 6 ans, a des chances d'être refoulé, perdu pour la conscience. Et donc, si vous avez pensé que très bien, tant qu'il était petit, vous lui avez tout dit, ça suffit, et que vous lui en reparlez à 14 ans, il va tomber des nues et il va être très en colère. Donc la période qu'on appelle la période de latence, entre 6 ans et 12 ans à peu près, il faut continuer à en parler. Alors les enfants ensuite ont d'autres questions, c'est intéressant. Au début ils ont des questions voilà, de la fête qui m'a apporté, la chaleur, etc. Puis après ils deviennent un peu scientifiques. Ah ouais, ça se passe comment, enfin, voilà. Ça devient biologique, parce que les enfants après sont un petit peu gênés, parce que quand même la question de la reproduction est une question qui est intimement liée au sexuel. Les gamètes sont sexuels, le sperme, les ovocytes, les enfants sont gênés ensuite de parler des gamètes sexuelles de leurs parents, donc ils transforment leurs interrogations dans des interrogations dites scientifiques. Et donc il faut aussi répondre à ces questions-là, même si elles vous ont l'air éloignées de la réalité, mais ça leur fait du bien. Alors, le principal étant, je sais la question sous-jacente, votre inquiétude du secret est celle de mais est-ce que l'enfant va poser beaucoup de questions sur la gestatrice et donc va s'attacher à la gestatrice ou s'attacher à savoir qui c'est et va vouloir la connaître. Les enfants sont intéressés à savoir qui sont leurs parents et qui les élèvent. On a, je sais, pour certains d'entre vous qui ne sont pas encore dans la GPA, eu des questions autour de la différence entre GPA et adoption. C'est très différent.
Un enfant né par GPA ne serait jamais venu au monde si vous n'en aviez pas eu le souhait. Il n'y a pas de notion d'abandon. L'enfant donc ne se sent pas perdu par quelqu'un. La gestatrice a accepté de bien vouloir le porter, et je fais toujours la comparaison avec les nounous du 19e siècle, vous savez, qui donnaient leur lait pour les mères qui n'avaient pas de lait. Ces enfants, j'avais considéré leur nourrice comme leur mère. Donc, par contre, on parlait de frères de lait. Alors peut-être que ces enfants auront toujours un sentiment particulier à l'égard des enfants de la gestatrice. Tiens, eux aussi sont passés par ce ventre-là et ça leur fera un lien particulier qui n'a rien à voir avec le sentiment parental à votre égard. Voilà, et je crois que c'est... Je ne vais pas soulever toutes vos interrogations, vous devez avoir 1001 autres angoisses chacun les uns les autres, mais en gros c'est souvent ce qui revient et ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous passe la parole. Merci. Je poursuis. Oui. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé ce matin. Mais donc, je vais rebondir sur ce que ma collègue a dit. Et j'aime beaucoup l'expression « la psychologue a dit ». Parce que c'est un petit peu à ça que je vais m'attaquer dans la discussion. Et notamment mon travail de thèse s'est beaucoup inspiré de Madame Théry, que je remercie vraiment pour la qualité de ses écrits. Et notamment au niveau de la féminisation des dons. Donc en tant que psychologue en procréation médicalement assistée, en Belgique, vous savez que le don d'ovocytes et le don de gamètes peut être aussi bien connu qu'anonyme, ce qui est quand même une grande différence par rapport à votre situation en France. Et donc j'ai développé moi une pratique du don direct et donc d'un don qui se parle et qui se dit. Et dans lequel, effectivement, c'est une sœur, une cousine, une amie. Donc on est de nouveau dans ces dons féminins qui vient donner un ovocyte à la personne qu'elle accompagne et qui sait qu'elle l'aide vraiment dans cette procréation. Et on sait aussi, alors peut-être qu'il peut aussi y avoir du secret dans les dons connus, mais c'est moins évident. Il y a quelque chose qui se dit, qui se parle, qui se transmet. Et sans pour autant qu'il y ait de confusion sur les places des parents. Je pense que si on part de la complexité de chaque situation, on arrive mieux à réfléchir dans la mesure où, ben voilà, en don d'ovocytes, j'ai quelqu'un qui va me dire j'aurai un ventre gros comme ça et je crierai de douleur à l'accouchement, donc c'est mon enfant, c'est moi la mère. Et puis en gestation pour autrui, j'ai Chloé qui va me dire c'est mon ovule, donc c'est mon enfant. Et finalement, chacun part de sa réalité à lui. Et c'est là que je voulais en venir au psychologue a dit, c'est que depuis que, et c'est de nouveau inspiré des travaux de Madame Théry, depuis que la famille traditionnelle a été questionnée, on a souvent entendu des spécialistes en sciences sociales, en psychologie ou autres sciences humaines de se positionner en tant qu'experts des bonnes pratiques parentales. En fait, on se rend compte que les différents psys, d'abord, ne sont pas du même avis. Vous prenez, je vais prendre au hasard, Marcel Rouffaut, Edwige Antier, vous allez avoir des avis tout à fait différents. Ensuite, il n'est pas dit que ces avis ne soient pas dénués d'un avis personnel, ce qui n'est pas notre rôle ni notre fonction. Et puis il y a même certaines études qui peuvent être à caractère militant et qui n'ont pas non plus leur place dans la recherche scientifique. Donc voilà, donc par rapport au psychologue a dit, je pense que nous devons effectivement peut-être mettre des balises comme celles qui viennent d'être données, que voilà, je trouve vraiment très, très sage et très juste, mais surtout nous devons partir de la complexité de chaque situation pour pouvoir les penser et se dire que si les parents vont bien, et là je rejoins vraiment tout à fait dans ce qui a été dit, si les parents vont bien et peuvent transmettre même une blessure qu'ils ont eue, les enfants iront bien. Voilà. Merci à nos trois débattrices. Je vais proposer maintenant, si vous êtes d'accord, un jeu d'échange avec la salle. Donc, je crois qu'il faut qu'on favorise le dialogue. Donc, si vous voulez poser des questions sur ce qui vient d'être dit, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à lever les mains et à parler fort. Non, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions idiotes. Oui. Oui, alors, je ne sais pas si je vais arriver à me faire comprendre que c'est encore très c'est en germe, on va dire, la réflexion qu'on a. Donc, je me jette. On est en France, avec
une question d'ordre public, qui est que la femme doit accoucher et que le corps d'une femme est inviolable. Enfin, je m'exprime comme ça. Indisponibilité du corps humain. C'est le mot qu'ils utilisent, oui. Voilà. Et je m'interroge sur la façon dont l'enfant va intégrer le fait que nous parents, nous avons eu le désir d'abord de le voir naître et de le voir grandir, et voilà, à la suite, au prochain épisode. Et en même temps, quelle pourrait être son interprétation de notre désir, d'accord, à nous, et la société en face de laquelle, pour le moment, on est finalement quelque part un peu un adversaire. Si je peux me permettre de traduire votre question, enfin de la résumer, d'abord pour que tout le monde entende, c'est la question que vous posez qui est fondamentale et qui est très importante, c'est oui, nous, on a eu ce désir d'enfant et on va le communiquer, on va le raconter. Mais comment raconter qu'on est en même temps des délinquants, en gros, puisque c'est que ça qu'on nous traite? Comment on va leur expliquer qu'on a fait ça et que c'est interdit, mais qu'on l'a quand même fait, puis après, nous, on va leur mettre des interdits, en leur disant il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais eux, ils vont un jour peut-être vous dire, ça c'est du vécu, oui, mais toi, maman, t'as bien fait des choses illégales. Voilà. Comment vous répondez à ça? Parce que les ados, ils se laissent pas. Vous y aurez droit un jour ou l'autre. Je crois que je vais rebondir sur ce que Mme Thévé a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un effet un peu de double aveugle. C'est-à-dire que c'est vrai que le secret peut être conforté par une position sociale. C'est-à-dire qu'en effet, si la société pose ça en illégalité, ça va soulever du secret. Mais je voudrais rappeler l'expérience du don de sperme qui est très ancienne. Avant la création des sécos en France en 1973, le don de sperme en France avait lieu depuis 1919, si je me souviens bien. C'est très très ancien. Ça se faisait en effet en cachette dans des cabinets de médecins. Alors il y avait deux portes, une porte où rentrait le donneur, puis ensuite une porte où rentrait la receveuse. Et en effet, cette quasi-illégalité a produit du secret chez les enfants. Alors que la création du sécos, bien que critiquable, a quand même, après coup, ouvert, etc. Mais je rebondis sur ce que dit Mme Thévé. On est dans une société en pleine évolution. Je sors d'un enseignement auprès de psychologues, de psychisme et périnatalité, organisé par le professeur Friedman, qui pourtant est opposé à la GPA, et il y a eu un débat dans la salle. Il y a eu des pour, il y a eu des contre. M. Friedman a été mis un peu en difficulté. Donc, vous voyez, je crois que ça bouge. Alors, on ne peut pas là s'assurer que dans les 2 ans ça va bouger, mais peut-être que quand votre enfant sera assez grand, il pourra faire avec ça. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les enfants, et on a l'expérience autour de l'adoption, qui pourtant n'est absolument pas illégale, les enfants adoptés souvent savent à qui en parler. Souvent, parmi leurs amis, choisissent ceux à qui ils veulent en parler et ceux à qui ils ne veulent pas en parler. Les enfants ont cette intelligence de ressentir des gens qui seraient assez tolérants, etc. Et puis les enfants, dans la cour d'école, vont être confrontés à plein d'autres choses, à cette vérité et à d'autres, qui les confrontera. Mais je crois que l'expérience fait que les enfants ont ce sens de trouver des personnes à qui en parler et qui pourraient les entendre, qui pourraient les comprendre. Je pense qu'il ne faut pas, et là c'est une question psychologique, voilà un petit peu, il y a aussi comme un retour persécutif. Hein, si je puis me permettre, comme si peu ou prou l'enfant pourrait revenir et être un peu persécuteur pour rappeler la GPA. Je pense qu'il ne faut pas vivre son enfant comme un enfant persécuteur ou futur persécuté. Au contraire, dans la connaissance ouverte dans une famille qui en parle, l'enfant ne vivra pas ça sous un aspect persécuteur ou au contraire vous comme étant persécuté par cette GPA. Voilà, mais c'est très psychanalytique comme approche. Moi, je dirais 2 choses. D'abord, il y a délinquants et délinquants, hein, quand même. Il y a des bonnes délinquances, d'une certaine façon. Il y a des bonnes désobéissances. C'est-à-dire, ça c'est important. Ce qu'on essaye de faire dans la discussion collective qu'il y a eu à l'association Clara ou dans d'autres associations, c'est de faire comprendre qu'on ne peut pas, ça n'est pas acceptable qu'on rassemble dans un seul paquet des gestations pour autrui éthiques dans lesquelles les droits de la gestatrice, ceux des parents d'intention, ceux des futurs enfants, tout cela est parfaitement pris en compte, organisé, prévu,
Et puis des cas où effectivement on va utiliser des pauvres femmes malheureuses qui crèvent la faim comme des sortes d'utérus vivants. Donc c'est ça le scandale. Le scandale, il est là. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de séparation entre la démarche de faire une gestation pour autrui et celle de l'inscrire dans un combat plus général pour la gestation pour autrui éthique. De ce point de vue-là, il me semble qu'on peut revendiquer quelquefois de faire des choses d'abord qui ne sont pas acceptées chez nous, mais qui sont parfaitement légales ailleurs. Et moi, par exemple, c'est vrai que j'ai été très frappée dans un film qui s'appelle Naître Père. Alors, c'est une gestation pour autrui pour un couple d'hommes. Et ce documentaire est paru il y a quelques semaines, il va bientôt être en DVD, j'espère. Quand on voit la gestation pour autrui aux États-Unis et qu'on voit les médecins qui approuvent, qui disent c'est formidable, la famille qui est super fière, le juge qui dit bravo madame, bravo monsieur, bon, on se dit, attendez, je suis dans une des plus grandes démocraties mondiales, et là-bas, tout ce qui chez nous est impensable est tout à fait organisé, accompagné par le social. Donc il y a déjà ça comme réponse, je pense, c'est que quand on a inscrit sa propre démarche, pas simplement dans la volonté de trouver un enfant à tout prix ou une solution à tout prix, mais qu'on l'a lié justement au fait de ne pas se laisser impressionner par ceux qui vous disent que vous allez contre les valeurs, mais au contraire en se posant en quelqu'un qui défend les valeurs, justement. Là, je crois qu'on gagne par rapport au récit qu'on fera aux enfants ensuite, quelque chose à l'avance. On doit aux enfants, d'une certaine façon, un certain récit personnel, mais aussi social de ce qu'on a fait et des raisons pour lesquelles on l'a fait. J'avais autre chose à dire, mais je l'ai oublié en même temps. François, vous voulez? Non, mais on va poser... Ah oui, je sais, pardon, je voulais dire une chose, vous avez tout à fait raison. Et je pense à un autre exemple sur lequel j'ai travaillé, et qui me concerne aussi personnellement, qui sont les familles recomposées. Parce que vous savez, ce qui se passe sur la gestation pour autrui, ça concerne en fait les transformations de la famille en général. Le fait, quand vous dites dire la vérité, et en fait, c'est même pas une sorte d'aveu, c'est-à-dire organiser les choses telles qu'elles sont. Souvent, il peut y avoir il y a des échanges avec les gestatrices, on s'envoie je sais pas, des mots pour Noël, etc. Donc elle est dans le paysage, puis voilà, donc il n'y a pas de choses à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que même sur les familles recomposées, on s'aperçoit qu'effectivement, que les places de chacun soient claires, ne veut pas dire qu'on est toujours là sur la tête et son écriteau, par exemple. Moi, je suis une belle-mère, maintenant une belle grand-mère. Ça veut dire que j'ai élevé pendant plus de 30 ans des enfants qui maintenant ont des enfants, je ne suis pas la mère. Bon, eh bien, j'ai toujours été la belle-mère. Ma place est très claire, ils ont une mère, je respecte leur mère. J'ai été d'ailleurs récemment à l'enterrement du père de la mère de ses enfants. Et donc, mais cela dit, ça n'empêche pas que dans la vie, bon, on ne va pas raconter à chaque fois notre vie. Hein. On va chez le boucher dit madame, ou il dit à l'enfant ta maman, il va pas dire ah non, attention, c'est pas ma maman, c'est ma belle-mère. Non, voilà. Les enfants sont intelligents. Selon les interlocuteurs, c'est important de préciser la situation, puis de temps en temps, ça n'a aucune importance, parce que je suis la personne qui est en fonction maternelle à ce moment-là avec eux, puis point barre. Donc je pense que c'est pareil. Il ne faut pas s'imaginer que dire la vérité, ça consiste à porter, si j'ose dire, cette question en permanence. Ça n'a aucune importance. Dans les 90% des situations, ça n'a aucune importance. Je pourrais rebondir sur la question de la plasticité des enfants, c'est très intéressant. Si vous voulez, la GPA est extrêmement nouvelle finalement, enfin, en quelque sorte, même si bibliquement ça a déjà été décrit, mais c'est extrêmement nouveau. Donc vous, à titre de couple, il a fallu que vous fassiez, pour certaines, et les couples en tête, le deuil de la fertilité, pas de la fertilité, mais de porter la grossesse. Donc il a fallu faire un pas douloureux. Donc, pour vous, vous êtes passé d'une situation où vous pensiez dans votre vie porter un bébé et l'accoucher à une situation où vous avez dû vous dire je ne porterai pas de bébé et cette situation va m'entraîner à avoir recours ou pas, parce que vous aviez aussi le choix de ne pas le faire, à la GPA. Donc, ça a peut-être duré des mois, ça a peut-être même duré des années avant que vous acceptiez ce procédé qui va être demain votre possibilité d'être parent. Mais l'enfant qui va naître dans votre couple n'a pas du tout à faire ce chemin. Il naît dans cette situation, et sa situation familiale est celle-là. Oui, comme la recomposition familiale, je trouve que c'est un excellent exemple où l'enfant a des parents divorcés. Et encore, cet enfant-là
a dû se défaire d'un couple parental qui était le sien, qui était lié et qui maintenant est délié. Alors que vous, il n'y aura pas un avant et un après. C'est-à-dire qu'il naît dans cette configuration familiale qui est la sienne, d'emblée, comme d'autres vont naître dans des couples autres. Et cet enfant a plus de plasticité psychique qu'un adulte. Les enfants ont beaucoup plus de capacité à s'adapter que nous. Nous, les adultes, on est un peu déjà catégorisés dans un style de vie, dans un style d'être, et les choses sont un peu fermées, et c'est tout un effort à chaque fois qu'il faut changer. Alors qu'un enfant est extrêmement plastique, et en ce sens, le récit de son histoire, c'est son récit de vie, il n'en a pas d'autre, et ça n'est pas un effort pour lui d'accepter ce récit de vie, c'est le sien. Voilà. Merci à notre intervenante auquel je vais demander de rester là, parce qu'on arrive à la phase des témoignages, des couples qui vont venir vous parler. Je vais leur demander de rester bien sur le terrain du psychologique, de raconter brièvement comment ils ont fait, certes, où ils sont allés, mais sous l'angle psychologique et de leur relation avec la gestatrice et leur relation avec leur enfant, ou leurs enfants, s'ils en ont plusieurs. Si vous voulez bien. Alors, je vais appeler les volontaires. Alors, je vois Cathy, je sais que tu es déjà venue, mais je veux bien que tu reviennes. Ariel, si elle veut bien venir aussi, témoigner. Je vais aussi demander, alors on a 1 heure, donc ça fait, on va dire 10 minutes chacun, hein, en gros. Incluant quelques échanges avec la salle. Il y avait Cathy, 4 autres, Catherine, 4. Nathalie, bon, 1, 2, 3, 4. Et peut-être un homme s'il a envie. Non, à ma place, à moi, non, ils vont venir un par un quand même, enfin 1 par 1 en l'occurrence. Ici, parce qu'on n'a qu'un micro, donc vous viendrez parler ici si ça ne vous dérange pas. On ne peut pas le détacher, je crois, le micro. Et notre panel d'experts, vous pourrez intervenir ou commenter des exemples qui vont être donnés. Moi, je suggère de faire comme ça. On va les applaudir peut-être. Oui, on va déjà les applaudir pour leur courage. Juste avant de commencer, je voulais rebondir sur la question sur la légalité. J'avais déjà anticipé cette question et je pense que justement on peut s'en servir comme une valeur éducative en disant justement ça nous a demandé beaucoup d'énergie pour faire les choses légalement. On aurait pu le faire de façon légale en France, mais on est allé aux États-Unis ou on est allé au Canada ou autre pour que tu puisses naître dans des conditions légales. Et le chemin vers la légalité est parfois plus compliqué et demande plus d'énergie. Simplement, j'avais déjà posé cette question-là. Voilà, donc pour présenter brièvement notre parcours, donc j'ai été devant vous il y a 2 ans, mais on était devant vous. Mais Tom était à l'âge de 3 mois dans le ventre de sa nounou, donc maintenant il est là, il a 2 ans. Et il va bien. Donc brièvement, on avait fait un parcours au départ mixte, hein, on ne savait pas trop, adoption, génération pour autrui. L'adoption, on a eu l'agrément, mais on a vite laissé tomber parce que trop compliqué, pas de résultat. Un autre projet aussi, hein, c'est donner une famille à un enfant et pas un enfant à une famille. Et puis on n'était pas mariés depuis assez longtemps, très très compliqué. Donc très vite, on s'est tourné vers la gestation pour autrui. Donc en février, on commençait à chercher différents profils. En juin, on était matchés, comme ils disent, hein, donc choisis et ayant choisi quelqu'un. Et en août, on faisait la fécondation in vitro. Hein. Donc entre juin et août, on avait tout planifié, le voyage, le traitement, puisque ça a été avec mes ovocytes. Et puis la fécondation in vitro. Et donc, 9 mois plus tard, en mai, on avait un petit homme. Avec un parcours un petit peu chaotique comme ça peut être. On a implanté 2 embryons, il y en a un qui a donné de vrais jumeaux, un qui se développait plus que l'autre, donc il a fallu faire une réduction embryonnaire. Mais voilà, au bout du compte, on a eu un petit homme né par césarienne et qui va très bien. Donc, concernant les relations avec la gestatrice, c'est vrai que bon, quand on s'est choisi mutuellement, de toute façon, il y a des critères mutuels qui sont très importants. Pour nous, il fallait quand même que ce soit quelqu'un qui soit sûr d'elle, qui avait déjà des enfants, qui ne faisait pas ça que pour l'argent. Elle était dans un processus de réparation, puisqu'elle-même avait fait 2 fausses couches.
avant d'avoir ses 2 filles. Donc elle voulait vraiment rendre le bonheur qu'elle avait connu à un adulte. Donc tout le long de la grossesse, ça a été jalonné de cet échange-là où elle voulait toujours savoir si on était heureux, comment ça se passait, comment on investissait la grossesse. Donc ça a été très riche en échanges. Après, bon, je ne vous cache pas qu'avec l'éloignement, c'est douloureux et vous vivrez ça aussi, puisqu'on n'est pas toujours informé de tout. La moindre fièvre est inquiétante, le moindre passage aux urgences, mais quand il y a vraiment une confiance mutuelle, ça se passe vraiment le plus naturellement du monde. Donc, il y a un suivi psychologique aussi qui se fait, si nécessaire, avec la gestatrice. Elle nous avait conseillé de lui envoyer par la poste des cassettes, la vieille école, des enregistrements. Des enregistrements avec nos voix, avec des musiques, des berceuses, etc. Et donc elle a vraiment joué le jeu, elle mettait les écouteurs sur le ventre et je ne sais pas si c'est lié à ça, mais on a un petit chanteur maintenant qui a su chanter avant de parler. Donc c'était assez rigolo. Mais voilà, donc ça se construit vraiment pendant toute la grossesse. L'accouchement, donc ça a été une césarienne, donc nous on a malheureusement pas pu y assister, mais on était, comme je disais tout à l'heure, à certains couples comme 2 papas à attendre à côté pendant qu'elle était avec son mari. Et dès les premiers instants, ils nous l'ont amené et ça a été le pot à pot, donc ça aussi ça a été quelque chose de magique. Et s'il y a bien quelque chose à retenir de l'expérience de l'agitation pour autrui, c'est que moi je souffre du syndrome de RKH, donc pour moi il ne se passait pas un jour sans que je pense à l'impossibilité d'être maman, mais à partir du moment où vous tiendrez votre enfant dans les mains, on oublie tout. Et on est juste des parents normaux. Comme je disais ce matin, à certains couples, je me suis presque fait violence pour venir, c'était important, mais on a presque envie d'oublier tout ça aussi et de se dire, bon, on est une maman comme les autres, Tom sort d'une otite, a une angine, des préoccupations de maman et de papa normales, et on oublie vraiment toute cette énergie-là. Donc il ne faut pas hésiter à la mettre. Vous l'aurez, votre enfant, quel que soit le temps que ça prendra, et puis après vous serez des gens comme les autres. Merci. Tout a été dit, je crois. Le point de vue du papa. Il y a juste quelque chose à ajouter. C'est simplement qu'il ne faut pas croire que tout est inné. Et il y a des gens, on ne naît pas mère, on le devient. On ne naît pas père, on le devient. Et même la relation avec la mère porteuse se construit aussi. Je pensais, on m'avait dit, tu verras, ce sera merveilleux, la rencontre, c'est quelque chose de fabuleux. Et en fait, non, on a rencontré seulement quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et tout simplement parce qu'on était d'accord sur la façon dont ça allait se passer, la façon dont on allait communiquer. Et on était d'accord sur tous les points de vue qui concernaient justement cette gestation. Et bien, au final, ça s'est bien passé et on a construit cette relation aussi avec eux. Puisque en fait c'est pas simplement une gestatrice ou une mère porteuse, c'est un couple, et plus qu'un couple, une famille. Et ça c'est important parce qu'en fait on partage justement avec toute la famille et on n'oublie pas aussi le papa et puis les petites filles, parce que nous dans notre cas c'était des parents de 2 petites filles. Mais voilà, c'est l'effort de toute une famille. Et donc là on est bien loin de justement des considérations, j'allais dire d'enfants, disons d'enfants conçus d'une manière différente. C'est simplement un autre parcours et ça c'est très très important de penser comme ça. Donc si vous partez dans cette démarche en ayant peur de ce qui va advenir, ce qui adviendra, c'est ce que vous aurez choisi vous d'abord, vous et la gestatrice et le couple et la famille avec laquelle vous faites ça. Et juste pour la petite histoire aussi, pour faire le lien avec le thème d'aujourd'hui, par rapport au secret, donc ça c'est une question qu'on ne s'est pas posée, dès le départ, on lui a raconté son histoire, donc dans sa chambre, il y a des photos de la nounou et de son mari aussi, puisqu'il était très très présent dans le parcours, donc présent aussi pour la nounou, dans le sens où elle nous a envoyé au bout d'un an un album photo pour les 1 an de Tom avec toutes les photos de pendant la grossesse, à la naissance, des photos avec Reggie,
s'appelle Reggie, avec la maman de Reggie. Enfin, vraiment, ça a impliqué toute la famille. Donc, pour Tom, ça a été naturel de lui raconter ça dès le départ. Et donc, pour la petite histoire, il savait dire Reggie avant papy-mamie, parce qu'il y avait toutes les photos. Et donc, il connaissait le prénom. Voilà, donc ça, je pense que c'est très important aussi de s'appuyer sur des photos dès le départ. On a fait des histoires, ça vient après. Voilà, et donc on est toujours en lien par des mails et par des questions, je crois. Je vais demander... Non, les questions à la fin. Ah oui, sinon... Non. Ah non, comment ça? Vous prenez sauvagement la parole? Non, si vous me donnez l'autorisation, c'était par rapport à ce que vous dites sur la notion de l'égalité, d'inégalité. On en a parlé au début. Pardon? J'ai dit c'était Enfin, allez-y. Non, mais c'était juste pour avoir... Pardon, je vous présente, c'était Madame l'avocate. Par rapport à la question, c'est ce que je veux dire, à la question qui a été posée précédemment sur la notion d'illégalité. Le témoignage que je voulais apporter, c'est que je rassurer l'ensemble des couples qui font appel à cette pratique de gestation pour autrui à l'étranger dans des conditions éthiques, c'est que du point de vue du droit français, il n'y a pas d'infraction pénale punissable en France dès lors que les couples se sont rendus dans un pays où la pratique de la gestation pour autrui est licite. C'est des médias. Le problème, c'est les médias. Deuxième rappel, pour les enfants qui sont nés de gestation pour autrui à l'étranger, il n'y a pas non plus de risque, parce que ça c'est la crainte qu'on peut avoir lorsqu'on est parent et qu'on est dans ces conditions, c'est qu'on soit coupé, séparé de ses enfants. Et ce que je voulais vous dire dans le sens de l'assurance, la légitimité de notre démarche, même si la loi aujourd'hui ne permet pas de légaliser la gestation pour autrui, c'est que certes, le droit français ne considère pas que la naissance ne reconnaît pas cette naissance, mais en tout cas, elle n'enlève pas à l'occasion de poursuite, il n'y a pas de risque pour que les enfants soient séparés de leurs parents. Donc c'était les deux axes que je voulais indiquer pour dire que de toute façon, si comme vous disiez tout à l'heure à la critique des dames, nous allons inexorablement vers une légalisation des gestations pour autrui, il y a des étapes de 2003 qui sont franchies, et même la circulaire de Mme Coudra de janvier dernier, même si elle est incomplète, est un immense pas vers la reconnaissance de la gestation pour autrui. Donc voilà, le sens de mon intervention la sauvage en réaction aux questionnements que peuvent avoir les parents qui sont en France avec leurs enfants, c'est de dire n'ayez aucune crainte. Aucune. Et là où vous êtes dans les conditions de gestation autrui éthique à l'étranger, vous n'avez pas de risque, aucun risque. Et pour conclure mon intervention, vous devez aussi savoir que l'avocat général à la Chambre civile de la Cour de cassation en 2011 est venu rejoindre l'analyse que je développais depuis des années, depuis 2003. D'abord, il est venu me saluer et il est venu soutenir la thèse que je développais depuis des années. C'est-à-dire qu'on devait laisser les enfants et leurs parents en paix parce qu'il n'y a pas finalement d'infraction au sens où le débat est posé, c'est-à-dire au sens de votre questionnement, est-ce que ce qu'on fait est bien ou mal? Certes, et c'est un paradoxe, toutes les avancées qui ont été faites depuis 2003 sont telles qu'on peut sans crainte être parent après une procédure de gestation pour autrui, sans encourir les foudres judiciaires auxquelles monsieur et madame Nelson ont été exposés. Merci. Merci. Non, mais c'est que le temps tourne vite et qu'à midi et demi, on va avoir toute la salle. Mais on l'a dit ce matin, très tôt. Merci. La question n'était pas sur la légalité, la question est la
perception que la société française renvoie, c'est-à-dire les médias notamment, qui parlent toujours d'actes illégaux. Ce n'était pas une question juridique, c'est la question qui a été posée. Et sur le plan juridique, c'est clair. Alors maintenant, on va passer à Ariel comme témoignage, parce que Ariel est allée dans un autre pays, donc je lui laisse la parole. Commenter là. Et après, ah bon, je peux en parler. C'était juste pour ajouter quelque chose. On parle souvent justement de la place de la famille justement gestatrice, j'allais dire, que doit avoir auprès de l'enfant. Tout à l'heure, on posait la question de savoir s'il fallait le dire ou pas. Bon, ça tombe sous le sens, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on se pose cette question-là parce qu'il y a un parcours particulier. Mais dans toutes les familles classiques, il y a des parcours particuliers. Il y a toujours un oncle qui a je prends un exemple, qui a une présence particulière dans la famille. Ça peut être une grand-mère qui prend en charge l'enfant parce que les parents sont moins disponibles à cause du travail. Un papa qui est, je sais pas moi, pilote d'avion et qui n'est pas souvent présent. Et il y a des situations particulières dans toutes les familles. Ça peut être une nounou, une femme de ménage qui est souvent là, ou peu importe. Et il y a toujours des gens, j'allais dire satellites, qui sont là et qui ont une présence particulière. Et on ne se pose pas cette question-là. Pour ces gens-là, ça se passe naturellement. Et il faudrait que ça se fasse de la même façon pour la famille gestatrice. C'est simplement des gens qui ont été importants dans la vie de l'enfant à une époque de sa vie et qui le resteront toute sa vie. Bravo. Bonjour, je m'appelle Ariel. Bonjour, je m'appelle Moïse. Et alors notre parcours, tout simplement, en 2007, j'ai eu un enfant naturellement, j'ai accouché, et comme ça arrive malheureusement quelquefois, eh bien j'ai fait une grave hémorragie de la délivrance, j'étais dans le coma, et quand je me suis réveillée, on m'a signifié que je n'avais plus d'utérus, qu'on me l'a retiré pour me sauver la vie. Alors j'étais contente d'être en vie, mais ça voulait dire que notre projet d'avoir 2 enfants, il était arrêté. Alors ça a été un drame de savoir ça, et à la maternité on m'a dit qu'il existait des mères porteuses et que je pouvais aller en Belgique. Donc on a suivi tout un tas de parcours, la Belgique, l'Ukraine, l'Angleterre, la Grèce, et on a vu que en fait ça posait des problèmes juridiques, donc on a abandonné toutes ces options et au final on a décidé de se rendre au Canada. Et donc on a eu notre deuxième petite fille, qui est ma fille génétique. Donc j'ai ma grande qui a 5 ans maintenant, qui est dans le fond de la salle. Et puis ma petite qui a 11 mois maintenant. Et donc en fait ce sont 2 enfants qui sont nos enfants génétiques, mais qui ont un parcours différent. Donc ma grande, je l'ai portée, la deuxième, donc c'est une mère porteuse qui l'a portée. Alors la relation avec la mère porteuse, on a beaucoup communiqué par Internet. C'est vrai que les technologies modernes, maintenant, ça avantage énormément. On a fait du Skype, des vidéos en direct, donc on a énormément communiqué. On se partageait des photos, des vidéos. Et les échographies en direct aussi, on a fait l'échographie 3D ensemble avec le décalage horaire. Donc on peut vraiment faire des choses formidables et se sentir en proximité. Au moment de l'accouchement, malheureusement, elle a accouché plus tôt que prévu, donc on n'a pas pu assister, mais on était quand même là à distance, puisqu'à 3h du matin, elle nous a envoyé par Skype, on a fait du Skype, donc on l'a vue allongée, elle nous a montré le bébé, sa sœur était là aussi, a filmé, et donc en fait on a quand même partagé à distance via Skype la vidéo, l'accouchement. Le lendemain, on est arrivé au Canada. Et on y est allé en famille, c'est-à-dire qu'on a amené notre grande. Donc notre grande qui avait presque 5 ans est venue avec nous et elle a accueilli la nouvelle petite venue. Elle a fait connaissance, on a tout expliqué, hein, tout était, je veux dire, transparent. Et elle a fait connaissance avec... alors, elle avait déjà parlé, hein, par Skype, avec la mère porteuse, avec la petite fille de la mère porteuse, qui elles avaient le même âge. Donc, alors, il y avait la barrière de la langue, parce qu'évidemment, on parlait en anglais. Mais sinon, elle s'était déjà fait des coucous par Skype. Et là, elle se voyait en vrai. Et donc, tout le monde était réuni à l'hôpital.
avec sa famille, notre famille, et donc tout le monde était ravi de ces retrouvailles. Et pour ma grande fille, c'était vraiment totalement naturel. Elle n'a posé aucune question du fait de savoir comment ça se fait que l'enfant n'est pas dans mon ventre ou quoi que ce soit. Les choses, pour les enfants, c'est vraiment naturel. Elle ne pose aucune question. On en a parlé aussi à la maternelle, donc sa maîtresse est au courant, le directeur de la maternelle est au courant, tout le monde est au courant, même nous au travail, tout le monde est au courant. Donc, tout est transparent, tout est naturel et au final, ça pose aucun problème. Donc voilà, et là aujourd'hui, on a toujours des relations avec la mère porteuse, on s'envoie beaucoup de photos, donc à Noël, on se fait des coucous, donc on garde un contact très proche avec la mère porteuse. Et vraiment, c'est une expérience, j'ai vécu les deux, et honnêtement, à partir du moment où on est totalement clair et prêt à faire ce projet, ça ne pose aucun problème. Je suis d'accord. Bon, si vous voulez rajouter quelque chose, non? Alors, on va passer dans le ordre ici, là, voilà. Nathalie? Non, c'est pas... Cathy. Ah, une autre Cathy, alors. Alors, je m'appelle Catherine. Alors, j'ai eu des jumeaux au Canada. Et je suis aussi atteinte du syndrome de Mercage, donc je suis sans utérus, voilà, pour faire court. Donc, la relation que j'ai eue avec la gestatrice, et comme l'a annoncé aussi, c'est vraiment une personne qu'on ne connaît pas au départ. Sincèrement, c'est un feeling, il faut le sentir quelque part au fond, et après on apprend à la connaître concrètement. Et vraiment, on a appris à la connaître, et vraiment je suis la plus heureuse du monde à avoir rencontré cette femme, parce que c'est celle qui m'a déjà permis d'être maman, mais aussi parce qu'il y avait vraiment un côté altruiste, et vraiment j'ai essayé de comprendre pourquoi elle faisait ce cheminement, pourquoi elle voulait aider un couple ou des couples, parce qu'en l'occurrence elle l'a fait une deuxième fois après, et c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir un attachement pour cette personne. Pendant tout le long de la grossesse, comme l'a énuméré aussi les autres personnes qui ont témoigné, Skype, les photos, elle m'avait envoyé aussi une vidéo, enfin c'est pas une vidéo, c'est surtout écouter les cœurs, les choses comme ça. Enfin voilà, c'est toutes des petites choses tout au long de la grossesse qui font qu'on a un attachement et forcément un lien, je pourrais pas dire in utero parce que forcément je l'ai pas vécu, mais j'ai vraiment eu un attachement avec ces enfants et avec mes enfants en l'occurrence parce que je suis la mère génétique avec mon mari. C'est vraiment nos enfants biologiques. Hein? Non, j'ai dit même un frère, non. D'accord. Voilà, et donc à la naissance, alors nous on a eu la chance d'assister à l'accouchement. Vu qu'on avait des jumeaux, mon mari a coupé le premier cordon et j'ai coupé le deuxième cordon. Donc c'était juste génial. Enfin, c'était l'accouchement idéal pour tout le monde. Voilà. Bon, après on a eu des petits couacs de santé. Mon fils a eu des petits problèmes de respiration, mais bon, enfin, mis à part ça, c'était vraiment le bonheur idéal. C'était la plus belle journée de notre vie pour tout le monde, même pour notre gestatrice, parce que c'était la première fois qu'elle le faisait. Et elle s'est sentie mais tellement bien de l'avoir fait et d'avoir aidé un couple qui en avait besoin, enfin qui avait vraiment envie d'être parent. Voilà. Et alors pour la question par rapport aux enfants, si on doit leur dire, etc. Nous on a déjà commencé, c'est-à-dire que maintenant nos jumeaux ont bientôt 2 ans, le mois prochain ils auront 2 ans. Et nous aussi, on a des photos. Et par exemple, ma fille, ce qui est trop drôle, c'est que, donc je l'appelle par son prénom, la gestatrice, forcément, j'ai du mal à dire la gestatrice, je l'appelle par son prénom. Et je lui dis, en fait, on a un petit jeu de photos et c'est trop mignon. Elle me dit rien du tout, elle parle pas bien. C'est moi qui lui parle plutôt. Et je lui dis, et elle est où, Lila? Et puis elle regarde toutes les photos qui sont dans la maison, puis elle me regarde, là-bas, comme ça. Et donc c'est trop mignon parce que j'ai déjà instauré en fait ce petit truc
Et je vais continuer, je vais leur dire, je leur explique que c'est leur nounou, qu'elle était là pour leur naissance, pour les aider à naître, pour m'aider à devenir maman, etc. Je leur explique ce genre de choses et je vais continuer au fil du temps. Bon, ils n'ont que 2 ans, donc ils ne comprennent pas grand-chose pour le moment, mais c'est un début et ils savent qu'il y a une tierce personne, ils sont conscients qu'il y a une tierce personne. Mon fils un peu moins, peut-être parce que c'est un garçon, il est peut-être moins réceptif sur le moment, mais elle est très maternelle, ma fille, et elle comprend vraiment beaucoup de choses et elle a vraiment besoin, elle a ce sentiment, j'ai ce sentiment qu'elle a besoin de s'approprier ça. Enfin, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Voilà. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Nathalie, je vous présente François. Alors, nous avons 2 enfants qui sont nés en février l'année dernière, donc ils ont 13 mois, un petit garçon et une petite fille, qui sont nés par GBA en Floride. Et nous avons bénéficié également d'un don d'ovocytes. Je ne suis pas la maman génétique de mes enfants. Mais ça, il n'y a que moi qui le sais, parce que franchement, tout le monde dit qu'elle me ressemble beaucoup, c'est ça. Avec ma fille me ressemble beaucoup. Et alors, je ne vais pas vous refaire tout le parcours, mais effectivement, tout le temps que nous avons passé à choisir notre mère porteuse a été important. Et avec François, on voyait vraiment quelqu'un qui avait du tempérament. On est tous les deux des gens qui un peu actifs et un peu énergiques. On voulait quelqu'un qui puisse bien supporter cette expérience, quelqu'un qui allait la vivre avec nous et pleinement. Et en fait, la première fois que nous avons entendu partager avec notre mère porteuse par Skype, par téléphone, c'était par téléphone, Skype ne marchait pas. En quelques minutes, et la manière dont elle a elle-même pris corps dans l'entretien, en fait, en gros, c'est elle qui a complètement drivé l'entretien. On était là, quelle question on va lui poser, comment on va s'y prendre. Et en fait, on s'est regardé, on s'est dit, ouais, c'est celle-là, parce que vraiment, là, c'est elle qui nous choisit, c'est pas nous qui la choisissons. Et ça nous a beaucoup rassurés par rapport au dispositif. Donc ça, après tout le reste, ben voilà, de Skype, d'échanges, de mails, de celle qui savait évidemment plein de choses avant, elle n'a pas du tout résisté au moment de nous dire qu'elle était enceinte, c'est-à-dire qu'elle nous a envoyé un message. Normalement, je n'ai pas le droit de vous le dire parce que c'est pas sûr, mais je suis enceinte. Et puis, une semaine après, elle dit bon, franchement, on n'est pas sûr, mais vraiment, je pense que c'est des jumeaux. Et c'était des jumeaux. Et puis, bon, évidemment, les mois ont passé. Quelques mois après, elle dit bon, normalement, il ne faudrait pas que je vous le dise, hein, mais j'ai vraiment une grosse surprise à vous dire, donc vite, il faut qu'on se parle. Et là, on savait que c'était un garçon et une fille. Donc, on a eu plein de moments assez sympas comme ça avec elle jusqu'au bout. Et ça a vraiment été une aventure. Évidemment, nous sommes toujours en contact et nous sommes